Il y a 2 ans, cette photo de famille aurait été impossible. Aujourd'hui, les rivaux de la primaire socialiste posent ensemble à La Rochelle et chacun avance ses pions en toute subtilité. Alors, quels sont les dessous des images qui ont marqué cette rentrée politique? Quelle est la stratégie des différents candidats et comment tente-t-il de se démarquer sans briser l'unité socialiste? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, François, Martine, Ségolène et leurs amis, avec nous 3 invités. Gaël Slimane, spécialiste de l'opinion à l'Institut BVA, pour analyser l'impact de ces images et de ces discours. Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour les décrypter. Et Bertrand Delay, réalisateur actuellement d'un documentaire sur la primaire, pour les mettre en perspective. Alors on verra dans quelques minutes les images que nous avons tournées, nous à La Rochelle, hein, c'est notre film à nous, mais d'abord je voudrais commencer par le thème qui domine cette rentrée politique, c'est celui de la restauration des finances par temps de crise. Sur ce point, on a beaucoup dit que Martine Aubry et François Hollande étaient très proches sur le fond, mais vous allez voir que malgré tout, il y a des nuances dans la manière de présenter les choses. On va regarder 2 extraits qui nous ont semblé très symptomatiques de cette différence. On commence par François Hollande. Attention, c'est très court, écoutez bien. Quelles que soient nos ambitions sur le plan social, nous sommes conscients qu'il faut redresser les finances publiques. Et à cet égard, je veux dissiper un malentendu. On ne réduit pas les déficits, on n'efface pas les dettes publiques en inscrivant dans la Constitution une règle d'or. Il se démarque de Nicolas Sarkozy et de sa règle d'or, mais la phrase, hein, c'est « quelles que soient nos ambitions sur le plan social, il faut redresser les finances publiques ». On écoute maintenant Martine Aubry. Bien sûr, nous sommes sérieux et nous n'avons aucune leçon de gestion à recevoir de la part de la droite. Je n'avais pas besoin, moi, d'avoir une règle inscrite dans la Constitution pour redresser les comptes de la sécurité sociale et faire la CMU en même temps. Nous n'avons pas, nous tous, dans nos régions, dans nos départements, dans nos communes, nous tous, élus de gauche, nous n'avons pas besoin de règles non plus inscrites dans nos lois pour gérer convenablement l'argent que nous donnent les contribuables et en plus avec justice. Alors précision, on entend quelques applaudissements parce qu'elle est devant des militants à La Rochelle alors que François Hollande est en conférence de presse. Donc on ne se base pas sur l'applaudimètre, mais sur le côté effectivement symptomatique de ces discours. On a l'impression, Denis Bertrand, qu'il y a vraiment une différence dans la manière de présenter et d'hiérarchiser les priorités, non? Absolument, oui, absolument. Le quel que soit. Bien sûr, il y a le quel que soit, je reviens dessus, mais je dirais d'abord que le discours de François Hollande se situe au niveau des principes généraux. Il faut. C'est une règle générale, alors que le discours de Martine Aubry se situe sur le plan du faire, sur le plan de l'action. Son action personnelle et l'action collective. L'action actuelle, l'action passée, l'action actuelle. Ouais. Il y a toute elle ne répond pas à la question de principe, elle répond par son exemple. Elle répond par la pratique, alors que François Hollande se situe au niveau des principes. Deuxième trait qui les distingue fortement, c'est la position au sein du discours, je dirais presque la position syntaxique par rapport à la justice sociale. François Hollande installe la justice sociale sur le mode de la concession. Bien que, enfin, voilà, quel que soit, oui, voilà. etc., alors que Martine Aubry installe la justice sociale comme principe final, c'est le dernier mot qu'elle emploie dans l'extrait qu'on a vu, c'est la conclusion, c'est-à-dire c'est le but visé, c'est le télos, c'est la finalité même, c'est l'inverse de la concession. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, donc on a cherché hein, dans leur discours pour chercher justement le moment où ils parlaient des deux, où ils les mettaient en balance. Donc, ce sont les 2 moments qui nous ont semblé résumer tout ça. Alors, Bertrand Delay, est-ce que cette différence dans la présentation est faite, selon vous, pour se marquer politiquement? Est-ce que là, il y a un désir, justement Oui, enfin, Hollande, depuis le début, joue une carte relativement seule, entre guillemets, à côté du parti. Martine Aubry, elle a fait l'union dans le parti, une union un peu singulière, puisque ça va d'Henri Emmanuelli à certains strauss-kahniens, donc elle est obligée à la fois d'épouser une relative orthodoxie, mais de mettre la gauche au cœur de sa syntaxe. Elle est tenue de ça. Voilà, et elle le fait bien. Mais l'autre chose qu'elle fait, alors l'autre chose qu'elle fait qu'il faut relever, c'est que l'une des grandes critiques du camp de Martine Aubry à l'adresse de François Hollande, c'est de dire il n'a jamais été ministre. C'est quand même le truc. Or là, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle dit « Moi, j'ai redressé la Sécu tout en faisant la CMU ». C'est-à-dire que, de manière sibylline, elle vient souligner qu'elle a fait quelque chose. Elle a été dans l'action à un moment donné. Pour reprendre ce que disait Denis, elle a été dans le faire, tandis que François Hollande, lui, n'était que le contempteur, on va dire, dû au Parti socialiste de ce que faisait le gouvernement de Lionel Jospin. Oui, lui, il est dans le il faut, l'incantation. Elle, c'est le j'ai fait, et du coup, elle n'est pas dans le, il faut. Oui, Gaël Slimane. Vous avez absolument raison, c'est dans le j'ai fait, et en plus, en suggérer. Lui ne l'a pas fait. Exactement. Parce que moi, j'ai cette responsabilité. Il faut bien voir que pour les socialistes, on va y revenir sur La Rochelle, ils ont l'obligation, sinon la sanction serait radicale de la part des électeurs, de leurs électeurs pour la primaire, ils ont l'obligation de ne pas se tirer dans les pattes. Et pourtant, ils sont les mêmes, avec le même projet, le même programme. Et globalement, vous avez raison l'un et l'autre de souligner les petites nuances sur ce sujet-là comme sur d'autres. Mais ce sont quand même de petites nuances. Donc pour arriver à faire la différence entre ces concurrents, alors qu'on a les mêmes projets, alors qu'on a en gros le même parcours, l'un et l'autre ont été ou sont premiers secrétaires du PS, ils se ressemblent. La seule manière de marquer cette différence, c'est de montrer des avantages individuels sur son adversaire ou sur son concurrent, et en l'occurrence, sans donner le sentiment qu'on le tacle. Et c'est exactement ce que fait Martine Aubry. On dit « je n'ai pas attendu, j'ai fait tout cela », suggérant que Nicolas Sarkozy, puisque c'est lui son adversaire principal, Nicolas Sarkozy ne l'a pas fait, mais François Hollande non plus. Juste d'un mot quand même, ils sont tous les deux, là on ne le voit pas très bien, mais dans le plus grand embarras sur cette question du piège de la règle d'or. Parce que si les Français et les sympathisants de gauche sont tout à fait capables de comprendre et les partagent toutes les critiques qu'ils font sur Nicolas Sarkozy, ils ne comprennent pas aujourd'hui que le PS ne soit pas prêt à signer cette règle d'or. Donc avant tout, ils sont l'un et l'autre très embarrassés sur cette question. Ils n'ont pas l'air embarrassés, cela dit, dans les extraits. Non, dans les extraits, non, mais dans les faits, oui. Dans les faits, ils le sont. Mais dans le discours, non. De plus en plus, on regarde les sondages d'opinion. Juste une dernière image avant de passer à La Rochelle. Donc, François Hollande et Martine Aubry ont tous les deux fait leur rentrée avec une conférence de presse sur la crise. Les deux ont rencontré des économistes, mais le premier, François Hollande, est apparu seul sans les économistes, alors que Martine Aubry est apparue avec Daniel Cohen, économiste certes connu et reconnu, mais que certains jugent trop libéral à la gauche du PS. Alors c'est peut-être une image qui est passée un peu inaperçue, mais quand même, il y a une qui se montre avec justement son économiste de référence, l'autre qui est seul et qui s'approprie effectivement ce que disent les économistes. Selon vous, lequel a fait la meilleure image, très vite, en un mot? On est encore en résonance avec ce qu'ils sont dans l'opinion. C'est-à-dire qu'on a une Martine Aubry qui dit « moi je joue profil bas et collectif », et un François Hollande qui est plus sur un schéma classique de présidentiable, disant c'est la rencontre d'un homme avec les Français. Donc finalement, l'un et l'autre ont raison puisqu'ils sont en cohérence avec ce qu'ils ont construit dans l'opinion. Là, je crois qu'on a, dans l'exemple de ces images, pour prolonger ce que vous disiez, un des critères de la différenciation. Parce que ce qui est intéressant dans notre réflexion, je trouve, c'est est-ce que l'on va pouvoir établir de façon assez objective les critères de ce nuancier. Et alors là, quel est l'élément dans cette photo? Le collectif individuel. Le jeu. D'accord, il y en a un qui parle seul. La singularité de quelqu'un qui assume et qui incarne son assomption, et la structure collective qui commence par le... Même si l'économiste qui est à côté d'elle fait débat... Mais ça, les gens, le grand public le perçoit pas spécialement. Et sur le jeu, le nous, c'est vrai que c'est nouveau, et c'est vrai que si Martine Aubry venait à l'emporter, d'abord à la primaire, puis à la présidentielle, vous avez tout à fait raison, ce serait très nouveau, puisque d'habitude, on était plutôt dans le schéma que suit François Hollande. Mais ça peut arriver. Une conférence de presse avec plein de monde derrière, c'est pas trop le style jusqu'à présent. Bon, alors comme c'est la rentrée, on a commencé l'émission par un sujet très sérieux, très grave. On va en venir maintenant aux images un peu moins sérieuses, mais qui ont suscité moult commentaires à La Rochelle. Alors nous y sommes rendus à La Rochelle, aux universités d'été, avec Thomas Raguet, pour commenter à chaud la stratégie des principaux candidats avec leurs proches, notamment, et par ordre d'apparition, Marie-Lise Lebranchu, amie de Martine Aubry, et Olivier Faure, responsable de la communication de François Hollande. C'est parti pour le film de 3 jours où l'on a soufflé le chaud et le froid. On commence par le chaud avec l'image surprise, celle que personne n'attendait, l'arrivée conjointe de François Hollande et Martine Aubry au fameux pot de la fédération du PS local, le traditionnel pot du jeudi soir. Ah ouais. Oh, poussez-vous.
Martine, s'il vous plaît. François, Martine. Lui derrière. François derrière. Voilà, derrière vous. S'il vous plaît, Martine. Ils sont venus parce qu'ils veulent en découdre. Mais, je vous rassure, parce qu'ils veulent en découdre avec la droite. Ils sont venus pour dénoncer cette micro-taxe pour les méga riches. Merci Ségolène d'être là, aux côtés de François, de Martine et de Lionel pour cette ouverture de l'université. Il y a encore une photo là qui n'a pas été prise. Et par derrière, non, c'est pas possible. Bon, c'est fini, merci. Oui, Maxime, il est venu vous saluer quand même. Hein, donc ça y est, l'université est terminée. Vous attendez tout ça. C'est bon, on peut rentrer, oui. C'était bien là. On vous suit. Elle est par là. Bonjour. Ça va. Bon. Et là, à quel sujet? Alors, c'est au sujet de Martine Aubry. Hier soir, on l'a vu arriver avec François Hollande au pot de la Fédération des Charentes-Maritimes. Ça s'est organisé comment, vous savez? C'est un hasard. C'est un hasard, elle le racontait ce matin. En fait, quand elle est arrivée, elle a vu François, donc elle s'est avancée en disant bah, on rentre ensemble, et il a répondu c'est une bonne idée. Ah oui, d'accord. Non, c'était pas du tout préparé. Ah d'accord. Non, non. Et c'est qui l'a proposé? C'est elle? Elle a vu François en disant bah, on rentre ensemble, et il a répondu c'est parce une qu'ils bonne sont idée. venus de loin tous les deux ensemble. On les a vus venir de loin. Voilà. Mais c'est parce qu'ils se sont rencontrés avant et qu'elle a proposé ça et que François a trouvé que c'était une bonne idée. Attention, il y a un bouteillage là-bas. Attention au micro. Allez, non, ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de plus dire le bêtise. Allô. Allô. Voilà, c'est bon? Merci beaucoup. Allez, on avance. Allez, on recommence. C'est pas trop en retard, ça va? Ça arrive juste avant la pluie. Hein, c'est ça? Hein? Bonjour. Bonjour. Faut se mouiller, hein? Un petit mot à l'ouverture. Un petit mot à l'ouverture de cette université. Un petit mot? Il faut des grands mots là pour ça. Il y a une compétition, mais c'est une compétition pour désigner le candidat du Parti socialiste, de la gauche. Et donc forcément, elle doit être fraternelle. Et nous savons de toute façon qu'à la mi-octobre, nous allons nous retrouver autour de celui ou de celle qui aura été désigné, que nous voulons tourner la page du sarkozysme ensemble et que nous voulons gouverner ensemble pour les Français. Donc oui, ces termes me vont bien. Je suis arrivé après la bataille, si tant est qu'il y avait une bataille, et je viendrai autant de fois que nécessaire pour faire pénitence si c'est demandé. Mais vraiment, je ne savais pas qu'il fallait être là au début. On vous a dit vexé par ça. Ah non, rien du tout. Non, non. N'ayez aucune interprétation, il n'y en a aucune qui n'a de sens. Sauf simplement que je ne savais pas qu'il fallait être là. Sinon, je serais venu, peut-être pas en avance, mais pas en retard. Mais tous les autres candidats étaient au courant. On a du mal à croire quand même qu'il n'y ait pas un petit, même si c'est anecdotique, mais une petite, un petit désir de se différencier. Non, ça paraît. Il n'y avait absolument aucun désir de se différencier et qu'il est prêt à toutes les photos de famille que vous voulez. Il n'y a pas de. Il n'était vraiment pas au courant. Il savait pas. Vraiment pas au courant. Franchement, moi je ne suis pas du tout dans une espèce de médiatisation. Elle est là, elle est normale. Vous êtes venus. On est tous conscients que c'est un moment important. Nous savons bien que le système actuel ne s'autorégule pas, et bien au contraire qu'il dérégule tout. D'où l'importance de cette taxe sur les transactions financières que nous défendons depuis longtemps et qui a été, tu l'as rappelé Guillaume, présentée au Parlement par le groupe socialiste et qui a été présentée au Parlement européen d'ailleurs par le groupe aussi socialiste et social-démocrate.
vous avez fini votre débat? Voilà, non, mais il faut que je... Vous y retournez? Ouais. C'était intéressant, puis c'était amusant. J'ai juste une petite remarque. Martine Aubry vous a cité un grand nombre de fois, qu'elle vous a mis la main sur le bras. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment des tentations de s'appuyer sur vous, non? Bon, je crois qu'on est surtout camarades d'une même formation politique, le PS, et donc ça fait aussi partie de la fraternité entre camarades. Et lorsque Martine me cite dans son propos, eh bien, je considère que c'est aussi un hommage indirectement qu'elle rend à Ségolène finalement. Voilà, voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Elle a voulu rendre hommage à Ségolène Royal. Eh bien, sans doute, il faut le prendre comme ça. Voilà, merci, on va vous laisser y retourner parce que je crois que c'est la fin. Merci. Donnez-moi cette force que j'ai déjà d'ailleurs. Avec vous, ça vous tous, ça est pas mal. À 12, moi aussi, on a 17. 17, c'est bon. C'est le deuxième alors. Ah, 17. Bravo Pascal. Non, battez-vous parce qu'ils vont vous tendre des pièges comme c'est pas possible. Ah ouais, c'est possible. Hein. Mais vous allez m'aider à les déjouer les pièges. Mais évidemment, j'ai commandé 10 bouquins pour en distribuer à 10 personnes pour convaincre les gens de voter pour vous. Ça c'est formidable, elle n'est pas formidable ça? Pour Marie-France. Bonjour. Pour nous, un petit. Et vous êtes des supporters, j'imagine, non? Ah oui, bien sûr. Attention à l'entrée. Attention derrière vous. J'ai, par la position qui est la mienne aujourd'hui, un devoir supérieur à celui d'autres, qui est de me tourner vers les Français, qui est d'être conscient de l'enjeu. Je ne parle pas simplement de l'enjeu électoral, en l'occurrence la primaire du 9 octobre. Je parle de l'enjeu de l'élection présidentielle et de la situation du pays. D'entrée de jeu, il a expliqué qu'il avait un devoir supérieur. Enfin, on a l'impression là qu'il cherche à planer, à léviter au-dessus des autres candidats. C'est ça sa posture? Je ne crois pas qu'il cherche à planer. Parce que... J'ai un devoir supérieur. On a l'impression qu'il est. C'est vrai, il a un une devoir. compétition, puis moi je suis au-dessus. À partir du moment où il sait qu'il est regardé
c'est pas lui qui l'invente, c'est qu'aujourd'hui il est regardé par une majorité de Français, de gauche comme de droite, comme celui qui peut l'emporter face à Nicolas Sarkozy. À partir de ce moment-là, ça suppose de sa part une attitude qui soit correspondante à ce statut que lui ont accordé les Français. Il doit être à la fois celui qui rassemble, qui recrée de l'unité et puis qui prépare les étapes ultérieures. D'ailleurs, dans la discussion qu'on a avec lui quasi quotidiennement sur la stratégie de campagne, en permanence, il nous dit mais il y a des choses qu'il faut conserver pour maintenant, et puis des choses qu'il faudra conserver pour plus tard. Il y a des choses qu'il faut dire maintenant, des choses qu'il faut dire après. Il a le souci. Après l'éphémère, oui. Ah oui, donc il est sûr d'être désigné? Non, il n'est pas sûr, mais il est dans une attitude qui est celle de je suis obligé quand même de me préparer et de faire comme si je pouvais effectivement l'emporter. Et donc, ne pas être en permanence à jeter toutes ses forces dans la bataille pour un mois de septembre qui sera effectivement crucial, mais qui n'est pas le dernier mois de campagne pour la présidentielle. Il faut aussi s'économiser. Je sais que beaucoup de nos élus ne me soutiennent pas aujourd'hui parce que j'ai fait appliquer, avant même la loi, dans notre parti, le non-cumul des mandats. Je continuerai. Je suis la candidate des socialistes, comme je suis déterminée à l'être. Eh bien, oui, nous appliquerons juste après les sénatoriales les lettres que chacun a bien voulu m'envoyer pour me dire qu'il démissionnera de sa présidence du Conseil général et régional. Et la loi, elle est déjà prête. Je pense, si vous voulez, que ce sont des arguments qui ne devraient pas être employés. Vous savez, là, je commence à être. Ce qui nous intéresse, nous, élus locaux, c'est d'essayer de faire gagner le PS. Quand on est challenger, on a tendance à vouloir un peu crisper l'ambiance, à vouloir créer de l'enjeu, du conflit, essayer de trouver artificiellement ou plus ou moins artificiellement les sujets de clivage pour pouvoir essayer de remonter. C'est normal, c'est naturel, c'est légitime, mais c'est effectivement pas tout à fait la même situation pour celui qui a le souci d'aller jusqu'au bout de la course. Vous avez l'impression que c'est la stratégie de Martine Aubry? Ça peut être la stratégie de toutes celles et ceux qui aujourd'hui considèrent qu'ils sont dans une situation qui n'est pas celle du favori. Si nous ne dominons pas l'argent, l'argent nous dominera. Et c'est ce qui se produit. Ah, la cause est difficile. L'argent est partout, l'argent est dans le monde. L'argent circule. Et je ne prétendrai pas qu'on va l'arrêter à nos frontières, qu'on va l'embastiller. C'est tout le contraire. Je ne dirais pas qu'il est simple, même avec une taxe sur les transactions financières, d'en terminer avec la spéculation. Mais enfin, si on commençait déjà par la taxe sur les transactions financières. Bonjour. Super élégant, le coup du pull qui tombe. J'ai pas fait de brushing ce matin, j'ai pas eu bon. Vous êtes très bien. Non, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si Martine Aubry va gagner. Oui. Ah bon? Ah ouais, moi je suis très optimiste. Ah bon? Chez François Hollande aussi, ils sont très optimistes. Bah, heureusement, on peut pas se battre si on n'est pas optimiste. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui vous... Alors justement, est-ce qu'il y a des éléments objectifs Je crois qu'ils ont vraiment affirmé leur différence à La Rochelle. On a vu Martine Aubry venir dans une table ronde, essayer de trouver les arguments, d'expliquer autant que faire se peut, dans le temps qu'elle avait, comment on pourrait réduire l'ADN, et comment on pourrait être juste, comment on pourrait avoir un projet en France, mais avec des choses structurées, enfin, des choses claires et précises. Elle est allée dans la précision. Et puis vous avez à côté François Hollande qui est très brillant en discours de meeting et qui abandonne en fait son sujet et fait un discours de meeting. Voilà, c'est la différence entre les deux. C'est ce que j'aimerais
Maintenant, lui dire, c'est si vous prenez le discours après, il dit je vais faire une réforme fiscale, je vais m'occuper de la jeunesse, mais quand, sur quel type de mesures, quelle priorité, à quel moment, il n'y a pas. François était plus dans le meeting, mais il le fait brillamment, donc je me mets à sa place et dans son esprit, je dis tiens ça je sais faire, je fais. L'image que beaucoup ont retenue hier, c'est beaucoup plus, ça tient en moins de temps, c'est beaucoup plus, on va dire trivial peut-être, mais qui a fait la une de certains 20h hier soir, c'était Martine Aubry qui, contrairement à François Hollande qui avait boudé son atelier, eh bien elle arrive, elle s'installe dans l'atelier de François Hollande et ils se font la bise. Je ne sais pas si c'est aussi Martine Aubry y a pensé. Non, là. je ne crois pas, non. Je pense que peut-être que le plus grand défaut de Martine Aubry, c'est de ne pas prédéterminer les images qu'elle va créer. C'est sans doute le défaut qu'elle a. Alors j'ai dit nous pendant 3 ans, là je dis je, et puis d'ici quelques semaines je redirai nous avec tout le peuple de gauche, tout le peuple de ceux qui veulent changer et retrouver la justice et les valeurs de la France. Est-ce qu'on peut faire en 40 voilà, jours c'est fini. C'était bien. Faut pas louper le bus, hein. Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce cadre vous conduit-il directement jusqu'à Nicolas Sarkozy au deuxième tour? Ah, ça c'est les Français qui vont en décider. Vous voyez? Vous n'allez pas au déjeuner avec les autres candidats? Je vais... je sais pas si j'ai le temps parce que mon train est à 14h. Vous avez raté le bus, hein? Mais c'est pas grave ça pour le bus. Ce qu'il faut c'est prendre le bon. Ce qu'il faut prendre c'est le bon wagon. Hein, voilà. Ils étaient tous dans le même bus en tout cas. Vous n'étiez pas au courant? C'était comme vendredi? Non, mais je vais, ne vous inquiétez de rien. Je suis avec tous les autres candidats avec le même statut, les mêmes principes d'égalité, les mêmes esprit de responsabilité. Mais enfin, convenez qu'on peut ne pas être toujours ensemble à tout moment, parce que sinon, comment ferait-on pour rencontrer chacune les militants sociaux, et même vous, ce que vous feriez si on était toujours ensemble? Vous ne pourriez même pas poser de questions. D'accord, donc vous avez choisi de ne pas prendre ce bus pour répondre à nos questions. Voilà, on va dire ça. Et pour prendre le train surtout. Et pour prendre le train. Voilà, et pour prendre le train, alors, une petite blague, mais cela dit quand même, en écoutant les réponses de François Hollande quand il arrive en retard le premier jour, hein, et qui dit, bon, si j'avais su que j'étais invité, je serais peut-être pas arrivé en avance, mais pas en retard non plus. Là, il rate le bus, enfin non, il le rate pas, là, pour le coup, il fait exprès parce qu'il a son train, mais en même temps, il est aussi là pour répondre aux questions des journalistes. On a l'impression qu'il envoie toujours des messages un peu contradictoires, qui jouent sur une ambiguïté. On sait pas trop ce qu'il nous raconte, en fait, non? Qu'est-ce qu'il nous dit, là? En tout cas, des pirouettes. En tout cas, votre film montre très bien, et même de façon, avec une sorte de dramaturgie assez efficace, la question de l'entrée et de la sortie de François Hollande. Ah il rate l'entrée, il rate la sortie. Il raté, je ne sais pas si c'est raté. Il rate l'entrée collective. Il s'isole sur l'entrée, il s'isole sur la sortie. Et donc il a l'avantage d'avoir une belle image, et ensuite il fait une pirouette parce que c'est un peu gênant d'expliquer que il n'est pas avec ses petits camarades. Alors moi, c'est la limite de la stratégie de François Hollande. Depuis, en fait, ça fait 2 ans qu'il sillonne toutes les fédérations, il va voir tous les militants socialistes en vue de cette primaire, en étant en marge du parti, tout en étant dans le parti. Il va les voir seul. Exactement, en étant avec son propre projet. Il a établi son propre projet en marge du projet du parti. Donc, il est dans cet isolement, dans ce choix de jouer une carte éminemment personnelle. Donc, il joue perso, en s'isolant. Et en même temps, là, on a quelque chose de réussi à La Rochelle, c'est qu'au fond,
on a évité, parce qu'il y a une pression militante très très puissante, d'aspiration à l'unité. Vous n'allez pas ressortir la machine à perdre du grenier. Donc là, il se retrouve coincé. C'est-à-dire que il faut être dans les images d'unité, mais en même temps... Exactement. Et donc là, il sait bien que sa stratégie j'allais dire, d'isolement ou de se singulariser ou de jouer sa carte perso, elle ne peut plus complètement marcher. Elle peut être mal entendue par les militants. Oui, et alors justement sur ces pirouettes, parce que du coup on voit bien quand on lui pose la question, enfin les journalistes, et quand on lui pose la question à la fin, on voit bien qu'il fait des pirouettes. Et alors que pensez-vous de sa manière de répondre? Moi je pense qu'il y a une trame autour de François Hollande qui est celle qui le déborde aussi, qui est le problème du rapport entre le naturel et le calcul. Parce qu'il explique que son retard n'était pas volontaire, il explique que son départ n'était pas calculé, et c'est donné en même temps à être interprété comme calcul. Évidemment, personne n'est dupe. Oui, surtout qu'il fait une petite blague qui le sous-entend, quoi. Voilà. Hein, et puis il faut quand même que je réponde à vos questions. Je crois qu'il y a chez lui, en effet, un plaisir de la singularisation, qui est à mettre en rapport avec la singularisation qui ne peut pas s'empêcher de manifester dans sa pratique de l'humour. Puisque l'humour, chez lui, le mot d'esprit est absolument constant. C'est-à-dire, quand je suis en retard à la bataille, enfin, s'il s'agit d'une bataille, je rate le bus, l'important c'est de ne pas rater le bon wagon, c'est d'entrer dans le bon wagon, etc., etc. À chaque instant, sur tout sujet, il y a le mot d'esprit. Et le mot d'esprit est un effet de singularisation et peut-être d'évitement. Peut-être de décalage. Alors ça, à la fois, ça face aux tentatives de percer à jour sa stratégie. Il enjambe. Oui. Il passe directement à la présidentielle. En envoyant le message, alors en tant que sondeur, je bondis, parce qu'il envoie le message, ou il fait envoyer le message que, bon, on comprend bien que c'est déjà joué, que vu sa situation sous-entendue dans les sondages aujourd'hui, sous-entendu, il est le seul à pouvoir battre Nicolas Sarkozy et il écrase totalement toute la concurrence, oui. Il est normal qu'il ait une attitude un peu plus digne que les autres. C'est un petit peu ça le message qu'on a pu entendre. Il dit, voilà, la position qui est la mienne, voilà, j'ai un devoir supérieur. Aujourd'hui, il faut bien, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on a une césure, alors ça ne fait vraiment pas plaisir aux autres, hein. À chaque fois on se fait taper dessus, nous autres sondeurs, par Royal, Montebourg, etc. quand on le dit, mais il y a aujourd'hui une vraie césure entre deux candidats, Aubry et Hollande et Aubry, et tout le reste. Et lui, il fait croire que la césure, elle se fait après lui. Et Hollande, aujourd'hui, insiste sur les petits écarts qui existent pour le moment. Alors, il va peut-être parvenir comme ça à les creuser. Voilà, la question, c'est est-ce que c'est une bonne stratégie pour creuser l'écart? Oui, c'est une très bonne stratégie. C'est une excellente stratégie pour creuser l'écart. Je le dis d'un mot, parce que je conteste souvent l'impact qu'ont les sondages sur les élections quand il s'agit d'élections présidentielles. Mais sur une élection primaire où il s'agit de candidats du même bord avec des idées très proches et des personnalités pas dramatiquement différentes, finalement, les électeurs vont choisir logiquement celui qui a le plus de chances de gagner l'élection qui vient et surtout la présidentielle. Et si on leur dit, il peut y avoir des pans entiers d'électeurs qui seraient prêts à voter Aubry, qui basculent vers Hollande en se disant c'est lui qui a le plus de chances de gagner. C'est comme ça que c'est toute sa stratégie. C'est comme ça que Ségolène a gagné la dernière fois l'investiture. C'est exactement, c'est la même stratégie. La seule différence. Oui, mais là, ce que dit Gaël Slimane, c'est que il joue cette carte alors que c'est pas tout à fait ce que disent les sondages. Oui, voilà. Alors que Ségolène Royal, c'était vrai. C'est-à-dire qu'en 2006, elle avait vraiment creusé l'écart. Alors, vous évoquiez Ségolène Royal, alors grande favorite des sondages en 2006, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait une démonstration de force et d'enthousiasme à La Rochelle, en réunissant ses partisans, standing ovation très très longue. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de ces images. Est-ce que vous pensez qu'elle cherche à renouer avec ce qui a fait son succès en 2006 ? Oui. Et alors, est-ce que ça marche selon vous ? Non, c'est-à-dire qu'en fait, les images sont trompeuses. On a une Ségolène Royal dans l'opinion qui s'est complètement effondrée sur la période 2007-2011. Plus le noyau des ségolistes ou des ségolénistes se restreint, moins ils sont nombreux et plus ils sont aficionados. Plus ils sont, alors certains diront... comment dirais-je, sectaire. Donc on est dans un mouvement où vous avez un noyau dur de plus en plus... On parle des pièges, on voit vous tendre des pièges, etc. Exactement. On a l'impression qu'ils sont un peu seuls contre tous. Vous voyez le commentaire que je viens de faire à l'instant, je sais d'avance que je peux le faire sur Nicolas Sarkozy, sur Martine Aubry, sur François Hollande, sur Marine Le Pen, je n'aurai pas des torrents de mails d'insultes.
en le faisant sur Ségolène Royal, vous pouvez être sûr que j'en aurai. Parce que vous avez un rapport affectif, de son socle à Ségolène Royal, et elle aura un vrai poids dans la primaire, puisque même en étant 3e avec un score compris entre 10 et 15, par exemple, eh ben, ça pèsera lourd pour déterminer qui sera le vainqueur. Mais c'est vrai que ce rapport affectif, c'est ce qu'on voit bien effectivement dans ces images, cette démonstration d'enthousiasme avec effectivement cette standing ovation. Alors il y a eu un argument de communication, 17 minutes de standing ovation, mais c'est vrai qu'on voit alors qu'il y a quand même un noyau de gens extrêmement actifs autour d'elle. Alors vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Les fidèles, la stratégie, les images? Sur la réalité de la puissance de Ségolène Royal. C'est-à-dire qu'avant Reims, elle devait être 3e. Finalement, elle arrive en tête à Reims, à la surprise absolument générale. Donc vous dites effectivement noyau de militants mais faible dans les sondages, vous dites elle peut créer la surprise. Est-ce que vous pensez qu'avec cette stratégie qu'elle a là, effectivement, de se montrer entourée, voilà, mais est-ce que ça, et puis en renouant avec ces thèmes de 2006, est-ce que c'est la bonne stratégie pour elle? Moi je pense malgré tout que l'élément qui va jouer contre elle, c'est le fait qu'elle ne batte pas, elle est la seule à ne jamais battre Nicolas Sarkozy dans les études d'opinion. D'accord. Ça c'est indéniable. Mais moi je ne serais pas surpris de la voir au-dessus de 15, malgré tout, parce que je pense qu'il y a une équation extrêmement forte dans le parti. C'est la seule qui a quelque chose d'incarné, à l'inverse de tous les autres, par rapport aux militants ou par rapport à des sympathisants. Oui, mais on ne dit pas autre chose là-dessus. Et Denis Bertrand, alors, oui, sur ces images, alors ce qui est amusant aussi, c'est l'ambiance de ce meeting avec cette musique des Black Eyed Peas, qui rappelle d'ailleurs presque les meetings de l'UMP, pour le coup. Cette ambiance musicale, c'était, je trouvais ça amusant, oui. Oui, c'est ça, on peut débattre en termes de pronostics et de résultats, mais on peut discuter aussi sur les images elles-mêmes, parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé en regardant le film qu'on vient de voir, qui est construit comme un récit, c'est qu'est-ce qu'il nous donne comme élément pour fonder des critères de différenciation entre les candidats. Et est-ce que l'on peut établir ces critères d'une façon assez objective? Et moi, il me semble que la différenciation entre les 3 principaux candidats, c'est le type de relation que chaque candidat entretient à travers ces images. 1, avec les médias et la presse. 2, avec les militants et au-delà avec le public. 3, avec les autres candidats. Et alors, quelle relation? Et alors là, on voit très bien des différences éclatantes qui apparaissent. Alors, Ségolène Royal investit, je lui mets les 3 A, puisqu'on est dans une agence de notation. Notre agence de notation à nous, parfaitement indépendante. Sur les relations avec les médias. Dans le film, on le voit, elle est sans arrêt en situation de portrait. Elle est sans arrêt en situation de glorification médiatique, disons. Et jamais elle ne s'impatiente, elle est toujours souriante, jamais elle ne s'impatiente. En revanche, on en a parlé à l'instant, avec les militants et le public, c'est un noyau dur d'aficionados, mais elle n'ouvre pas largement vers le peuple, semble-t-il. Et avec les autres candidats, niet, rien. Martine Aubry... Maintenant que la photo de famille est faite, c'est ce qu'elle dit au début. Bon, on a été ensemble, ça y est, on peut partir. Martine Aubry, les 3 A sont dans la relation avec les autres candidats. La relation avec les autres candidats, elle n'arrête pas de la mettre en scène. Elle participe à leur plénière, elle y va, elle est dans le collectif, elle est dans la structuration de leur... Même si elle les tacle un peu, d'ailleurs, il y a parfois une petite... La relation avec la presse et les médias, c'est presque de l'hostilité parfois. Et dans la relation avec le peuple et les militants, c'est par les militants que ça passe, et c'est la structure militante qui détermine. Pour François Hollande, je dirais que les 3 A, c'est évidemment avec le peuple. C'est-à-dire, c'est le tribun. C'est la relation orale extraordinaire qu'il entretient, mitterrandienne, à vrai dire. Le mimétisme mitterrandien est frappant, les positions, le rythme de la voix, etc. Mais en revanche, avec les autres candidats, c'est le point le plus négatif, puisqu'ils s'isolent, se singularisent et refusent d'appartenir au groupe. Et avec les militants, c'est moins les militants qu'au-delà, le peuple lui-même. Alors, vous dites, ils cherchent à se distinguer, cela dit, quand même, et on le disait pendant le reportage sur ce plateau, il y a quand même eu cette photo de famille des candidats socialistes tous ensemble, qui quand même aura fait l'actualité. C'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'on vient de passer beaucoup de temps, logiquement, à montrer les divergences ou les petits écarts. Ce qu'on va retenir de La Rochelle, c'est que ça fait des mois et des mois qu'à droite, il est dit que les socialistes vont s'étriper. Ça fait des mois et des mois que les uns et les autres commentateurs, analystes, on pense que forcément, moi-même, je pense qu'il y aura un moment des petites tensions. Eh bien, ils ont réussi leur La Rochelle,
parce qu'ils ont réussi cette photo finale, parce que les petits tacles, les petites divergences qu'il y a pu avoir n'ont pas été bien violentes, les petites absences de François Hollande... François Hollande qui tourne comme ça à plusieurs reprises, un peu le dos à Ségolène Royal, ce qui nous fait sourire. Non, mais on l'a vu aussi lui parler quelques instants avant, donc on les voit ensemble. La photo de famille est réussie, et c'était drôle de voir certaines presses chaque jour expliquer les divergences qui existaient entre socialistes. Parce qu'effectivement, parce que c'était tellement attendu que quasiment les articles étaient écrits avant même que... Et même Martine Aubry, qui a beaucoup cherché à se distinguer, Bertrand Delay, et puis qui a effectivement un petit peu attaqué sur le cumul des mandats, etc., en se démarquant de François Hollande, eh bien, elle a été faire la bise à François Hollande. Donc on voit qu'elle jouait en permanence sur les deux tableaux. Exactement ce que je voulais dire sur la stratégie de Ségolène, c'est qu'elle est venue, en fait, elle est venue au meeting, à la plénière de François Hollande, et François Hollande est allé lui faire la bise, et elle a fait la même chose. Ça n'a pas été signifié, ça. Elle a fait la même chose lors de la plénière de Ségolène Royal. Et là où on voit que Ségolène Royal est, pour moi, une vraie tueuse au sens politique du terme, c'est qu'elle n'est pas descendue de l'estrade pour aller embrasser Martine Aubry. C'est-à-dire qu'elle a laissé Martine Aubry tout seul dans l'assistance. Donc voilà, on voit bien la stratégie de décalage de Ségolène Royal dont parlait Denis Bertrand. D'accord, oui, non, mais c'est vrai, Martine Aubry a tenté avec les deux, mais il n'y a qu'avec François Hollande que ça a fait l'image. Pour terminer l'émission, dans le reportage, on entend Maryse Lebranchu, l'amie de Martine Aubry, dire que sa candidate ne prédétermine pas les images qu'elle va créer. Alors bon, c'est son avis à elle, on va vous faire réagir. Mais en tout cas, au lendemain des universités d'été, on a eu comme un contre-exemple lorsque Martine Aubry a fait un coup d'éclat en se rendant par surprise à Marseille, défier le ministre Claude Guéant qui installait le nouveau préfet sur place pour pour lutter contre la délinquance. On regarde les images. Stopper l'inacceptable, ça fait quand même 3 fois qu'il vient. Au même moment où Claude Guéant parcourt les rues de la ville, elle vient défier ici, sur son terrain, le ministre. Pour elle, la crédibilité a changé de camp. Je serai la présidente de la sécurité de tous les Français. Je reproche à Nicolas Sarkozy, qui depuis 10 ans s'occupe de la sécurité comme ministre de l'Intérieur et puis aujourd'hui comme président de la République, d'utiliser l'insécurité et non pas de la combattre comme je le ferai. Précision, cette visite a été annoncée aux journalistes le matin même à 11h. La conférence de presse avait lieu 2 heures plus tard, donc une opération visiblement montée à toute vitesse. Mais Martine Aubry a fait la une de tous les journaux télévisés. Bref, elle s'est révélée subitement être une grande communicante, non, Gaël Slimane ? C'est extraordinairement bien joué. Et c'est un démenti effectivement total à ce que disait Maryse Lebranchu dans votre reportage sur la non-stratégie. C'était déjà faux quand on voyait la très belle image de François Hollande et Martine Aubry arrivant ensemble pour La Rochelle. Donc c'est très bien joué. D'un mot, pourquoi c'est bien joué ? Parce que la sécurité n'est pas une priorité pour les Français. Elle ne fait pas partie des grands domaines prioritaires. Elle n'en faisait déjà pas partie en 2007. La sécurité est un sujet qui intéresse encore moins les sympathisants de gauche. C'est un sujet à éviter totalement pour la présidentielle. En revanche, pour la primaire socialiste, aller choisir le cheval de bataille habituel de Nicolas Sarkozy, s'en prendre symboliquement à Marseille à celui qui est son homme lige et qui est un véritable épouvantail pour l'électorat de gauche, et l'attaquer sur sa zone de force pour s'adresser aux sympathisants socialistes et aux gens qui voteront à la primaire et marquer des points sur ses concurrents et pourquoi pas sur François Hollande, là c'est très très bien joué. Mais alors son image qui était dire, un dernier mot là sur sa stratégie, Bertrand Delay, qui était dire, ben voilà, moi je fais pas de com, moi je vais aux ateliers des autres, mais je suis pas là pour faire des images, ce que dit aussi Maryse Lebranchu, et là ça en prend un coup cette stratégie. C'est la com de l'anti-com. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une mise en scène de la non-ambition, de la modestie, au service de l'ambition. Et ça, c'est souvent très efficace, surtout face à quelqu'un qui apparaît comme hyper ambitieux. L'efficacité du spontané. Qui est François Hollande, dernier mot. Qui est Nicolas Sarkozy. Effectivement, mais là, c'est la primaire. Je souscris tout ce que vous indiquez, sauf que je serais d'accord aussi avec vous pour dire que dans ce cas-là, la stratégie ou le bon calcul rejoignent quand même son moi profond qui est de ne pas aimer non plus se mettre en avant. Bon, et bien ça finit par une belle image d'unité. On va faire notre photo de famille, nous aussi. Merci à tous les trois pour vos analyses. Merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard et vraiment très tard cette fois pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés.
Parce qu'aujourd'hui, elle est larguée par rapport aux autres, et ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est qu'un des deux favoris s'effondre et que l'autre en profite. Et c'est toute la stratégie de Royal d'être celle qui, même si elle ne gagne pas beaucoup de points, se retrouve mécaniquement mieux placée parce qu'il y aurait un des deux qui s'effondrerait.